Furuke minye Manake chochola Furuso minye Furuke minye Manake chochola Furuso minye Furuke minye Manake chochola Furuso minye Ni maye Ni ma foi Ni malo Ni maye Ni ma mère. J'adore, trop beau. J'adore. C'est les vents C'est verts. ça. C'est ma vie, je passe un jour dans ma vie. Ah oui, c'est sûr. Mais non, ouais, c'est parce Et que... regarde, regarde tout à l'heure, tu une barre sur la gauche. Ah mais tu sais, moi je suis farouche. Oui, je vois, oui. Madame est farouche. Elle s'éloigne de moi tout le temps. Et là je comprends mieux qu'on va plus vite que la tombée. Ah ben tu vois un peu à la vitesse où on va. Ah, Tu as vu à la vitesse où on va. tu vas plus que moi. Oui, c'est normal, parce que moi j'ai l'habitude, toi tu découvres. J'ai l'habitude. Ah ouais, Toi c'est la première fois que tu le fais, quoi. Donc. ça. Ça va être super beau. Donc c'est... et la rapidité. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans l'amour et la rencontre de quelqu'un que le mystère de l'autre? Si tu prédéfinis l'autre et que tu sais qui il est, tu n'as plus envie de le découvrir. Tu es plus choqué par ce qui te produit. Et du coup, le caractère mystérieux, la culture du mystère, c'est le délice des amants. Tu vois? Un amant aime le mystère. Un amant aime la surprise. Il n'aime pas le terrain conquis. Il aime l'endroit qui le bouleverse. Il aime l'endroit qui l'ébranle. Il aime l'endroit qui le fait grandir, qui le fait se transformer. Quoi de plus beau qu'une relation difficile en fait? Parce qu'en fait, elle nous renvoie à nos contradictions. Elle nous permet de grandir. Mais le jardin, c'est un peu ça. C'est une relation d'amant à maîtresse. C'est-à-dire... Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours le bordel. Ça veut juste dire que c'est difficile de le mettre en œuvre. Parce que l'autre est intelligent, et là en l'occurrence l'autre c'est Dieu, donc je vais te dire en termes d'intelligence, le truc il est au top. Hein. C'est level plus quoi, dans le genre en termes de dame mystérieuse, je crois que là tu as la panacée quoi, tu vois. Mais c'est une dame qui est dans la bienveillance, et du coup elle cherche pas à te blesser, elle cherche à te faire grandir en fait, cette dame là. Et elle va tout te donner pour que tu grandisses, jusqu'à se donner elle-même, ce qu'elle fait là. Le lieu, c'est donné à moi. Elle m'a dit, salut Lolo, t'as l'air d'un bon gars, vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y, t'inquiète, hein. Quand tu fais le con, je m'occupe de toi. Tu vas prendre une cartouche. Dans le genre, ah ouais, dorifort, mauvaise herbe, grêle, la totale. Ah mais mon pote, la prochaine fois que tu me toucheras avec les doigts sales, on en reparle. Merci. Tu vois, dorifort. Ping, tu te prends ça dans la gueule, quoi, le truc. Et tu comment il s'appelle? Et c'est ça tout le temps en fait. C'est une relation, enfin en tous les cas c'est une relation Pleine aimante, de en fait. surprises. C'est plein de surprises, ça. c'est hyper aimant. Et après tu peux avoir, tu vois tout à l'heure on est passé près d'un rosier qui est embaumé à 200 mètres. L'odeur de malade. Putain, mais là tu te retrouves. effluves. Ah ouais, c'est magique en Ouais, fait, c'est c'est trop complètement enivrant. Après ta tête qui tourne, tu te C'est dis clair. putain, ah là là, c'est trop bon en fait. C'est ça. Quand l'air se transforme en délice vécu, c'est-à-dire c'est toujours un délice l'air de le sentir. Mais quand il est rempli de nectar d'une fleur, quoi, ben oui, c'est chouette. Et après, quand tu tournes ton regard et que tu vas voir la plante qui a produit cette odeur, et que tu vois qu'elle n'est pas que suave dans ses odeurs, ses couleurs, ses formes, son organisation et compagnie, tu te dis, ben, j'ai envie de voir ça dans tout en fait. Partout j'ai envie de le voir. Parce que cette odeur-là, elle est criante, donc elle est facile à reconnaître. Mais quand tu t'aiguises avec le criant, tu finis par capturer le subtil et percevoir l'odeur dans quelque chose qui paraît insignifiant à la conscience. Et ça, c'est moteur de te dire, putain, mais moi, en fait, moi là,
j'ai pas envie d'arrêter de créer. Parce que plus je crée, plus je jouis. Donc je vais pas me casser les couilles à faire autre chose que quelque chose qui me donne envie d'être. Tu vois, c'est quand je suis en fait que je suis totalement plein et rempli en fait. Quand je possède en fait, qu'est-ce que je possède? Les soucis d'être volé, les soucis de perdre, les soucis d'avoir plus, les désirs d'être compensés par de la chimie hormonale et compagnie. Quand je suis, j'ai besoin de rien d'autre que de créer. C'est tout. Et je crée. Et la création me remplit totalement. Si, je suis fille de paysan, moi. Hein. Le travail, ça me fait pas peur. Hein. Ah ben oui. Non, mais il dit, je sais le faire, mais tu sais, je sais d'où je viens. Hein. Vive la France, vive la République. Oh non. Par le travail, nous montrerons au monde que la raison a toujours raison. Vous avez vu ou pas là? Oui, c'est vrai. La vieille bâche pourrie. Ah, mais l'eau, Hein? ouais, ça la pourrie, ça. C'est vraiment la vieille bâche. En quoi donc prendre soin de l'humain permet de l'appeler la singularité, et en quoi plus on se singularise, plus on a conscience que prendre soin de soi c'est important, quoi. La véritable ressource, la force qui permet l'activité, c'est l'âme humaine en fait, c'est l'être humain, c'est l'humain dans sa capacité à dire je suis, dans l'être en fait, et pas dans sa capacité en je possède, ou pas dans sa capacité en je suis, je suis quelqu'un en fait, je suis derrière quelqu'un et je le suis quoi. Et du coup, il faut être capable de prendre soin de la dignité humaine en fait, de ce qu'il y a de singulier en nous. Et tu vois, la terre, elle est... Même si elle est un peu sèche là, elle reste habitée d'énormément de racines. Donc l'objectif de la culture de ces plantes, c'est toujours d'accroître la présence racinaire à l'intérieur des agrégats. Et c'est cette présence racinaire qui crée du sol. Et du coup, le but de tous ces couverts végétaux, c'est pas tellement de travailler avec la litière au-dessus, c'est de travailler avec les racines. L'année prochaine, j'introduirai, si ça marche ça, j'introduirai dans mes bandes, j'introduirai de l'avoine pour avoir un tissu racinaire fasciculaire. Parce que là, on a quelque chose qui est dans du pivot, qui descend droit, il y a un peu sur les côtés. Mais si dans ce tissu racinaire, il y avait de la graminée, une est pivotante, la légumineuse, et l'autre est fasciculaire, la graminée. Tu vois, là j'ai une avoine, non, j'ai un blé. On dirait qu'il a poussé spontanément, ou une orge. Et on est pareil. On a à nouveau un tissu racinaire qui est hyper structuré. Et du coup, le groupe, la communauté, le collectif, en fait, doit, pour moi, avoir comme priorité le soin à l'autre, pour que l'autre puisse se libérer de ses blocages, de ses représentations, de ses qualités grégaires, pour qu'il puisse amener au groupe en fait un regard qui est le sien et qui est forcément un regard unique puisqu'il est singulier. Ah oui, après on va tendre la bâche. Après, on va la monter, je pense. Ouais, ok, d'accord. Et là-bas, sur l'angle, à côté du seau. Mais si ce regard se mélange avec d'autres regards,
il va se produire une complexité dans la perception du vivant. Et comme le vivant est complexe en fait, plus on a des regards différents du même objet, plus on s'approche de la vérité de l'objet en fait. Il y a même 5 ou 6, ça suffirait. La vieille bricole. Ça c'est aussi une ça aussi c'est une technique de cériste pauvre. Mais ouais, mais c'est génial ça. Fais un rond comme ça là, tu vois. Et hop. Oui. Alors que là, avec le caillou, tu vois, normalement, le caillou il coince. Tu vois? Oui. Un seul regard ne suffit pas pour définir un objet. Mais si les personnes ne sont pas singulières, si on n'a pas cultivé le je suis, si on n'a pas pris soin de la capacité de l'être, en fait on va se retrouver avec des personnes ou des personnalités qui, même si elles regardent d'un angle différent, en fait, vont arriver à la même conclusion parce qu'elles ne vont pas exprimer quelque chose qui vient de leur regard, mais exprimer quelque chose qui vient de leur savoir, qui leur a été inculqué comme une vérité par le groupe. Et du coup, le fait de développer de la singularité et de prendre soin du je suis dans un groupe, en fait, va permettre de produire une multitude de regards. Et si la relation qui se crée entre le je suis est une relation altruiste et pas une relation égoïste, entre les différents je suis, qu'il y a une prise en considération de l'autre, qu'il y a une empathie, qu'il y a une relation réelle qui se crée entre les différents individus, en fait, la communication qui va se créer suite à ces différents regards va être riche et complexe. Et du coup, chacun des personnes qui abondent à donner un regard sur le même objet va être nourri, lui, du regard des autres, mais aussi de la magie de la rencontre des différentes opinions qui vont produire de nouvelles opinions qui n'ont rien à voir avec les opinions qui ont été produites. Alors, je vais te plier. Voilà, que la tête on a. Ouais. Alors que dans la série, c'est un mec des années 60, les cheveux plus courts. Oui, ouais. Et du coup, c'est pour ça que Il me semble que... c'est peut-être le même acteur, mais il n'a pas du tout le même look en fait. Voilà, ouais. À vérifier, il me semble que c'était lui, ouais. Pourquoi pas. Et du coup, grâce à ça, en fait, on va faire émerger une vision très complexe et du coup une vision riche qui certainement va aborder l'objet observé avec plus de vérité, donc plus de science, et en même temps va nourrir chacune des personnes qui a apporté sa contribution à la définition de l'objet en fait. Et cette action va permettre d'avoir une conséquence immédiate dans l'agir en fait, qui va suivre. Donc l'agir qui va suivre va être inspiré de la richesse qui aura produit ces différents regards, tous plus singuliers les uns que les autres. Et du coup, l'action qui va être menée, à ce moment-là, va être très singulière. Et du coup, elle va nourrir la singularité. Des friches. Tu défriches. C'est la jungle. C'est une taille en verre. C'est quoi une taille en verre? Une taille en verre. Du coup, il y a deux tailles. Une taille qui fait sur bois dormant et une taille qui se fait sur bois poussant. Et donc la taille qui se fait sur bois poussant, c'est celle-là. C'est ce qu'on appelle la taille en verre. Donc on taille alors que la plante est en sève et qu'elle est en pleine croissance. Donc c'est une taille qui permet, dans ce cas de figure, de faire repénétrer la lumière à l'intérieur du jardin.
parce que la vigne, et surtout ces vignes-là, qui sont des vignes anciennes, c'est des hybrides, ça c'est des américano-européennes, résistantes au mildiou. Et du coup ces vignes en fait, c'est des sélections qui remontent avant les années 30. Et donc elles n'ont pas été sélectionnées sur la longueur des sarments. Dans la sélection, plus tard, ils ont travaillé en fait pour que la vigne fructifie, mais qu'elle ne fasse pas des sarments trop longs pour éviter de trop la relever et de trop la rogner, la vigne. Ouais. Du coup, elles ont des pousses, elles débordent de vigueur, quoi. Donc c'est pas forcément adapté à faire de la culture en agroforesterie, parce que la pousse en sarment, elle est hallucinante là. Tu vois, on le voit, là, il y a une structure qui me sert de support pour la vigne, en même temps de support de culture quand je fais des cultures en plein champ type haricot, et en même temps de support d'irrigation. Et c'est une structure qui à la fois sert de tuteur pour les arbres et prolongée à l'intérieur de la parcelle cultivée pour pouvoir supporter la vigne. Et tout ce que j'ai dit ensuite. Et du coup, tu vois comment c'est complexe en fait le truc. C'est-à-dire que on peut se dire oui, à tel endroit j'ai vu, c'est super, il a mis des haies tous les 7 mètres, il a mis telle variété, tel machin, tel budget. Et ça marche super bien. Et moi je prends ça en copier-coller et je le pose chez moi. Enfin, je parle pas de moi en général, une personne en général. Et elle se trouve dans une configuration, en fait, c'est pas du tout les mêmes expositions de lumière, pas du tout les mêmes qualités de sol, pas du tout la même pluviométrie, pas du tout rien en fait. Et du coup, en fait, ça marche pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas se caler sur un modèle qui a été réalisé à un endroit et que je reproduis. Il faut comprendre les principes que je mets en œuvre et qu'est-ce que je veux construire sur ces principes. Pourquoi je veux mettre des arbres dans le jardin, quel est l'intérêt de mettre des arbres, et suivant ces intérêts, quel type d'arbre je mets, quelle densité, quel endroit. Mais pas le modèle à Laurent, le modèle à Mathieu, le modèle à Emmanuel, le modèle à je sais pas trop qui en fait. C'est des principes. L'arbre est nécessaire à mon sens à l'intérieur d'un paysage parce qu'il participe à la fécondité du lieu et de cette fécondité va émerger la fertilité. Le potentiel fertilité va s'exprimer, c'est un principe. Maintenant, quel lieu et quel arbre, quelle culture je fais, à quelle époque, quel modèle de vente, quels outils je vais utiliser. Et du coup, on parle d'un métier en fait. On œuvre à un métier en fait. Et ça s'apprend pas en 2 jours de formation, ça s'apprend pas en une vidéo, tu vois. Ça s'apprend avec une expérience en amont, avec de la recherche. Et ça devrait s'apprendre avec de vraies écoles en fait, où on a rassemblé toutes ces connaissances, on les a soumises à une forme d'expertise, on est capable de les transmettre et on ne transmet pas des recettes, on transmet des principes du vivant, quoi. Malheureusement, en France, et je pense ailleurs dans le monde à mon avis aussi, mais en tous les cas en France j'en suis sûr, puisque c'est là où je vis en ce moment, quoi. Ces écoles-là, elles n'existent pas, quoi. Et ce qui fait que nous, dans les jardins, quand on rentre dans ces outils-là, en fait, on est pionnier. On est à la fois jardinier et chercheur. Et du coup, on bouffe des bouillons, on bouffe des râteaux. Donc on en bouffe aussi quand on applique des recettes, parce qu'elles ne marchent pas partout, quoi. Mais on en bouffe plus dans ces principes-là. Tu vois? Et du coup, tu as une espèce de cercle vertueux de la différence, tu vois, qui va produire de la différence, mais cette différence, comme elle est bâtie dans une relation d'altruisme, en fait, et de partage, et pas de rapport de force, en fait, elle va être féconde, elle va pas produire la guerre de tous contre tous, en fait, cette différence. Elle va produire, au contraire, une forme de communion, en fait, tu vois, comme une messe d'idées. Laïque, totalement laïque, mais une messe d'idées en fait, où les personnes vont communier leur qualité à percevoir une chose, la partager et instruire l'autre dans la différence et du coup produire des choses de plus en plus originales, de plus en plus belles, de plus en plus complexes, de plus en plus intelligentes et pour le fait produire de la richesse en fait.
de la richesse. Ça va complètement dans une économie fraternelle peut être bâtie que sur la singularité en fait. Et du coup, ça aura forcément une répercussion jusqu'au plan économique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des groupes de personnes, des communautés, des collectifs qui cultivent la singularité, ou un personnage qui cultive la singularité, il va être dans un acte de créativité, donc il va créer des objets, des services, il va créer des choses. Et ces choses-là, on ne les crée pas que pour soi en fait. Tu vois, on peut faire un jardin vivrier que pour soi et sa famille, c'est un fait. Mais souvent, si on a la chance ou qu'on a bien bossé, on a des excédents qu'on va donner aux voisins. Et donc donner, c'est une forme d'économie. Hein. L'économie, c'est juste l'échange entre nous des objets et des services. Elle n'est pas forcément financiarisée en fait, elle n'est pas forcément monétisée. On peut juste donner, on peut avoir une économie du don en fait. Une économie fraternelle sur le don. Si on bascule sur un jardin vivrier et en même temps un jardin de vente, ben du coup, les pommes de terre qui ont été produites ici, je ne vais pas toutes les manger, quoi. Ça fait beaucoup, quoi, tu vois, pour moi. Et du coup, forcément, elles vont être mangées par d'autres personnes. Donc plus je les ai cultivées avec singularité, plus grâce à ça, j'ai perçu qui était la pomme de terre et le lien qu'elle avait avec le sol, le cosmos, je sais trop quoi. Plus la pomme de terre que je vais produire va être une pomme de terre de qualité. Et du coup, éventuellement, je vais en produire non seulement en qualité, mais en quantité. Il n'y a pas de raison que la qualité soit déconnectée de la quantité, en fait. Et du coup, cette pomme de terre qui va servir de nourriture pour les gens, ça va créer une richesse dans l'économie, quoi. Et du coup, on peut avoir une économie altruiste, une économie fondée sur la singularité, une économie fondée sur le partage, qui est productrice de richesse et de croissance dans une dynamique de groupe. Et du coup, on peut produire des objets intelligents en fait. On n'est pas obligé de produire des objets qui nourrissent l'addiction de l'autre pour lui prendre de l'argent et qui vont pour le coup produire plutôt des ordures, puisque ces objets en fait ne répondent pas à un vrai besoin de la personne. Elles compensent une addiction qui est liée à un malaise intérieur. Donc ça c'est à peu près le monde industriel dans sa grande production satisfait ça en fait, de l'achat compulsif. La société de consommation dans tous les cas c'est ce qu'elle fait, l'industrie s'associe à ça, et du coup on a tendance à produire de l'ordure, alors que comme il s'appelle alors on peut très bien produire des objets, tous plus originaux les uns que les autres, ancrés dans un grand élan de singularité qui correspond à un véritable besoin parce qu'on a perçu la singularité de l'autre et qu'on sait que c'est ça qu'il a besoin. Oui, il l'a formulé lui-même. Et du coup, on ne produit pas des ordures, des choses qui vont partir à la poubelle à peine achetées. On va produire un objet ou un service qui répond à un véritable besoin, et cet objet, ce service qui répond à un besoin, il est nécessaire pour que l'autre puisse développer sa singularité, puisque si j'ai pas d'habit, si j'ai pas, je sais pas moi, si j'ai pas la bâche plastique ou je sais trop quoi, je peux pas exprimer ma singularité, quoi. J'ai besoin aussi de la conséquence du travail de l'autre pour pouvoir vivre, puisque je ne peux pas produire tous les objets qui me sont nécessaires dans une journée. Et moi je vais faire les délais. Comme j'ai plus l'habitude. On va voir maintenant avec la pousse. Tu vois, hop, on sort. Et hop, ça s'effrite. Tout seul. On a encore besoin de la bâche. Parce qu'on voit qu'il reste encore plein de plantes dégueulasses. Type les dégueulasses, c'est un peu dur pour elles. Des plantes qui expriment que l'endroit n'est pas rééquilibré. Donc on a encore des chardons, quelques liserons qui sortent. Du coup, le couvert végétal dessous de l'engrais vert pourrait suffire pour planter sans bâche. C'est-à-dire on pourrait sortir complètement la bâche et avoir un joli paillage. Comme là-bas au fond, là, tu vois, si on le soulève, on voit qu'en fait c'est un joli paillage qu'il y a dessous. Mais comme il y a encore la présence des plantes qui témoignent que le sol n'est pas au top, et du coup le fait de maintenir la bâche, ça permet d'avoir de bonnes conditions de plantation et après de ne pas être tout l'été en train de désherber les cultures.
Tu vois, donc du coup, on aurait largement assez de paillage pour planter, sans être embêté par les annuelles. Oui. Tu vois. Mais le problème, c'est qu'on a des vivaces qui sont encore dedans. Là, tu vois, on voit, là, il y a de la renoncule, il y a encore du liseron. Là-bas, on le voit encore plus, là, regarde, la touffe de liseron que tu n'as pas vu filmer. Et du coup, si on était sur quelque chose qui est comme ça, en fait, partout, on pourrait basculer sur la suppression de la bâche. Mais à partir du moment où on commence à voir ce genre de choses qui apparaissent, du liseron et autre chose, en fait, la sécurité, c'est la bâche, en fait. Et ça permet de maintenir une activité maraîchère qui nécessite quand même des surfaces conséquentes pour dégager un revenu, tu vois, mais qui ne soit pas chronophage, avec des herbages, qui est plutôt épuisant, fastidieux et des fois moralement difficile à supporter, parce qu'en fait quand on est débordé, nos cultures sont détruites. Alors que la bâche tissée va nous permettre de limiter le désherbage et d'avoir une garantie de récolte parce qu'on a un sol qui a été restructuré par l'engrais vert, donc ça va nous donner la possibilité de faire quelque chose de productif. Et la bâche qui nous garantit qu'il n'y aura pas d'enherbe longtemps. Hey Bibi. Salut Bibi. Coucou ma mère. Comment elle va accrocher ma mère? Oh, coucou ma mère. La culture de la singularité ne va pas à l'encontre de l'économie, elle ne nous plonge pas dans l'autarcie, elle ne nous fait pas revenir en arrière au niveau économique, au contraire. Elle est la ressource en fait. Pour moi, la singularité est la ressource du progrès, la singularité est la ressource de la modernité, la singularité est la ressource de la production de richesses, de biens, de services. C'est ça qu'il y a de super là-dedans. Et en plus, une personne qui va être dans un acte de travail ou de créativité qui correspond à ce qu'elle est au plus profond d'elle-même, elle ne va pas aller au travail de la même manière qu'une personne qui fait les choses parce qu'elle doit les faire, ou qui fait les choses, elle ne sait pas pourquoi elle les fait, on a toujours fait ça comme ça, ou qui fait les choses parce que si elle ne les fait pas, elle n'aura pas d'argent, quoi. Tu vois, ça ne va pas être du tout le même travail produit, quoi. Et du coup, au contraire, cultiver la singularité, c'est une manière d'enrichir une communauté, quoi. D'enrichir dans l'être, ce qui est la priorité, du coup dans l'âme, mais aussi d'enrichir dans l'avoir, les objets qui nous sont nécessaires pour vivre et être aussi, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que c'est hyper important de prendre soin de, plus que l'humain, de l'être humain en fait. Tu vois, du je suis humain, donc du singulier humain.